temps maintenant. Avec nous, Marlène Schiappa, Célia Belline, Ophélie Labourie, Moussa Camara et on garde avec nous Raphaël Enthoven. A tout de suite. Et Moussa Camara est-il là? Je sais qu'il est là, qu'il est arrivé. Installez-vous, je vous en prie. On va mettre Raphaël sur un côté, comme ça. Je vais vous mettre là, mettre Moussa au milieu. Moi, je vais rester sur un côté, comme ça. Ouais. Ça va? Bah oui, vous voyez, je pense que je vais planter une petite tente quelque part pour m'installer avec joie. Comment vous filmez là? Alors, je demanderai juste à Moussa Camara de nous rejoindre. Je sais qu'il est là. Il arrive? Voilà. S'il y a des bonnes volontés aussi pour dire aux gens de nous rejoindre, ça serait top. Les ambassadeurs de la table ronde plénière. Madame la députée, bonjour. Madame la ministre. Pardon. Députés, oh là là, mais c'est l'émotion. C'est l'émotion. Ouais, ouais. Bon, la ministre, elle est sur scène, on est d'accord. Oui. Tu peux annoncer aussi la master de Jonathan Vidor. Ça a disparu. Moussa. C'est un problème. Alors, on demandera à Moussa Camara, il s'installera à côté de Madame la ministre. Alors, je vais peut-être introduire le débat parce que je sais qu'on est pris par le temps. Madame la ministre, je ne voudrais pas vous retarder sur votre départ. Alors, vous le savez, déjà, Raphaël Enthoven, merci beaucoup pour cette introduction. Merci du merci. Qui nous a mené loin. Alors, c'est vrai qu'après vous avoir écouté, vous avez mis la barre haute. Donc, on va revenir à un sujet un peu plus terre à terre, en fait. Hein. Mais on aura plaisir à vous écouter et à avoir votre retour philosophique de ce qu'on aura dit, et puis plus globalement aussi de cette journée qu'on a consacrée donc à la quête de sens, à la recherche du bonheur qu'on n'a finalement pas forcément trouvé en entreprise, de l'entreprise qui pouvait nous inspirer, et puis de ces questionnements autour de la jeunesse et de ces questionnements sur l'avenir et sur le système. Ah, Moussa Camara, ben voilà, je vous en prie, installez-vous là-bas s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour ce qui est de notre thématique, vous le savez, nous assistons en France à l'heure actuelle à une véritable révolution culturelle en matière d'entrepreneuriat, avec une démocratisation de l'entrepreneuriat. On le voit dans les statistiques. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais je vais vous donner deux indicateurs qui sont intéressants. Déjà, la proportion des travailleurs non salariés ne cesse de croître. Elle représente actuellement 10% des actifs français. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle, près de 12 millions de Français, membres de la population active, envisagent d'entreprendre. Alors entreprendre, ça ne veut pas forcément dire devenir entrepreneur, mais il y a cette notion d'entreprendre qui est très forte. Alors effectivement, cette question, nous la posons aujourd'hui, hein, demain tous entrepreneurs. On le verra à travers vos exemples, puisque vous avez des parcours les unes et les autres très entrepreneuriaux. On l'a déjà avec Marlène Schiappa, qui nous fait l'amitié d'être encore avec nous, secrétaire d'État, je l'avais dit ce matin, mais je le répète, chargée de l'économie sociale et solidaire de la vie associative. Mais c'est aussi la chef d'entreprise que nous recevons. Alors, c'était hier soir, j'ai entendu que vous disiez entrepreneuse, parce que je ne sais jamais ce qu'il faut dire. Entrepreneureux, entrepreneuse,
Oui, alors bonjour à celles et ceux que j'ai pas vus. J'ai dit tout à l'heure que le barbecue c'était pas mon combat. Le débat entrepreneuse, entrepreneureux, c'est pas mon combat non plus. J'en suis désolée. Donc dites ce que vous voulez. Je dis ce que je veux. Pas J'ai tout plein à fait d'autres quand même. combats, hein, mais pas Pas, ceux-là. pas tout à fait quand même. Je vais essayer quand même de rester dans le cadre. Alors Célia Belline également est avec nous, la CEO de Silkair. Moussa Camara, ravi de vous avoir avec nous. On aura un beau retour d'expérience aussi avec ce que vous faites avec les déterminés. Et enfin, j'ai avec moi Ophélie Labourie, qui est entrepreneure ou entrepreneuse, comme vous voulez, Ophélie. Et puis vous êtes aussi CEO de Myriagone et vice-présidente donc, du MEDEF, voilà, en charge de tout un tas de choses. Redites-nous ce que vous faites au sein du MEDEF. Donc, je préside la commission Lab 2030 et je Voilà. suis en charge des propositions. C'est génial. Donc les propositions à en faire aujourd'hui. Alors, je pense que vous êtes tous d'accord, on va commencer à faire un retour d'expérience avec Marlène Schiappa, puisqu'elle doit nous quitter à 16h30. Vous restez avec nous jusqu'au moment où vous devez partir, et on vous excuse déjà pas on vous excuse, on est ravis, on est encore ravis de vous avoir, donc, mais bien entendu, on sera bien sûr là pour vous laisser vous retourner à vos occupations tranquillement, et je sais que vous en avez beaucoup. Alors, je l'ai dit, une carrière politique quand même. Vous êtes de nouveau au retour en politique aujourd'hui. On connaît de vous bien sûr la loi Schiappa qui a élargi la définition du viol de l'article 222-23. Vous restez, je l'ai dit ce matin, mais vous restez pour nous tous la ministre de l'égalité femmes-hommes. Vous êtes aussi entrepreneuse. Vous avez notamment créé le réseau Maman Travaille en 2008 pour les mères actives, qui portait des revendications autour de l'égalité parentale, notamment la conciliation entre vie familiale et professionnelle. Vous avez une carrière professionnelle effectivement très dense et vous la menez de front avec votre vie personnelle. Vous le décrivez d'ailleurs très bien dans votre livre que je citais tout à l'heure, ce matin. Donc c'est une bonne situation, ça, ministre. Encore une fois, je vous le recommande. Vous voyez, je suis un peu votre agent aujourd'hui, Marlène. Voilà. Vous êtes également romancière, essayiste, pas mal d'ouvrages, je disais, et donc ce livre que j'évoquais. Alors, moi j'ai envie déjà de commencer ma première question avec vous. Vous étiez donc cet été, avant qu'on vous appelle, que vous receviez ce fameux coup de fil, vous étiez à New York et vous étiez en train de préparer quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations sur ce projet, ce que vous faisiez à New York à ce moment-là ? Oui, avec plaisir. D'abord, rebonjour à celles et ceux que je n'ai pas encore vus. Je veux vous dire, je suis là avec vous depuis hier en fin d'après-midi et je veux vous remercier pour votre accueil et pour votre énergie parce que voilà, voir tous ces gens qui font des choses, on entend dans l'actualité à longueur de journée que le pays va mal et là on a des gens qui s'organisent, qui font des choses ensemble, qui prennent des initiatives avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'optimisme aussi, assez contagieux, beaucoup de générosité dans l'action. Donc je veux vous dire merci pour ça. Et je veux vous dire que je suis très honorée d'être sur ce plateau avec 5 personnes qui chacune incarnent justement ce sens de l'engagement aussi. Et effectivement, j'étais en train de faire d'autres choses, parce que je vois que Raphaël est là et a dû probablement faire un magnifique discours philosophique sur le sens. Et donc je voudrais partager aussi une citation d'un grand philosophe qui s'appelle John Lennon, cher Raphaël, et qui a dit que la vie, c'est ce qui se passe pendant qu'on est occupé à faire d'autres plans. Et j'aime bien cette citation qui peut paraître tarte à la crème, mais c'est vrai qu'en général, et je pense que les entrepreneurs ici voient très bien de quoi je parle, on fait un plan, on fait notre rétro-planning, et on se dit, alors à tel mois, je ferai ça, là, je fais ça, là, j'arrive à tel chiffre, là, j'aurais vu ça. Bah, moi, mon plan, c'était, donc là, en septembre, je suis à Montpellier avec la Rêve 34, et du coup, je peux leur présenter mon activité, puis peut-être je trouverai des partenaires, et on va faire des belles synergies ensemble, etc. Et en fait, du coup, pas du tout. J'ai rien à vendre et j'en suis désolée. Mais je peux avancer avec vous sur ce sujet. C'est vrai que je suis allée à New York en fait pour préparer ce projet d'entreprise que j'avais. L'idée pour moi, et je vous le dis maintenant parce que je pense que les bonnes idées sont dans l'air du temps. Donc quand quelqu'un l'a, c'est que d'autres l'ont eu aussi. Et puis de toute façon, je le ferai pas maintenant. Et si je crée une entreprise plus tard, ce sera sur autre chose. Donc je vous offre cette idée. Mais mon idée, en tout cas, qui vaut ce qu'elle vaut, c'était de créer une entreprise autour de la mesure de l'impact. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de travaux sur la question de la performance extra-financière, de la performance des entreprises, de tous les critères de la directive européenne CRSD qui va entrer en œuvre en 2024 et qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises s'interrogent beaucoup sur le sens qu'elles donnent justement. Et parfois, je trouve qu'on partage des constats sur l'écologie, sur l'égalité femmes-hommes, etc. Parfois, il y a des actions.
mais parfois ces actions ne sont pas connues. Donc moi, je me dis, il y a des entreprises qui font plein de choses, mais elles ne sont pas reconnues pour leur engagement parce que ce n'est pas mesuré. Et inversement, on a aussi parfois des grosses boîtes qui font des campagnes un peu de greenwashing ou de social washing. Et en fait, on pourrait mesurer très clairement ce qu'elles font en termes sociaux pour l'égalité femmes-hommes, pour l'égalité des chances, la diversité, le handicap, l'environnement, etc. Donc mon but, c'était ça. Et donc je suis allée à New York rencontrer notamment les statisticiens de l'ONU pour travailler avec eux sur cet outil de mesure que j'aspirais à créer à ce moment-là. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, j'étais frappée parce qu'on m'a souvent posé la question de me dire « mais ce que vous créez, est-ce que c'est profit or non-profit ?» Et quand j'essayais de dire « c'est almost profit but social », c'était extrêmement compliqué, et pas seulement à cause de mon accent français parisien quand je parle anglais, mais parce que pour eux, c'est assez binaire. Et en fait, tout ce système de l'entreprise sociale, de l'entreprise à mission, de la raison d'être, mais aussi plus spécifiquement du champ de l'économie sociale et solidaire, qui est ce que je voulais créer, ça n'existe pas pour eux. Donc c'est vrai qu'on voit aussi que le modèle français de l'engagement des entreprises est extrêmement avancé, et qu'en France, quand on crée une entreprise, c'est pas forcément devenir Bill Gates, mais c'est aussi juste peut-être parfois porter un projet et avoir envie de le faire à plusieurs. Et je voulais faire un petit clin d'œil à Moussa, parce que quand j'étais à New York, en fait, on m'a parlé de Moussa Camara, et il sait que c'est vrai parce que je lui ai écrit pour lui dire, je dis voilà, moi ça fait des années que je regarde ce que vous faites avec beaucoup d'intérêt, et je dois vous dire que là, je suis plus au gouvernement, je suis à New York, et en fait, on me parle de vous. Et on me dit, mais il faut absolument regarder ce que fait Moussa Camara, les déterminés, c'est génial et tout. Et je dis, voilà, il faut qu'on se rencontre. Et puis finalement, je suis nommée au gouvernement et on est côte à côte ici à la REF. Donc voilà, moi je crois un peu au destin et au karma. Et donc je pense que c'est un peu le destin qui nous amène tous ici aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien, Marlène Schiappa, revenons un petit peu sur le temps où vous étiez entrepreneur, quand vous êtes lancé. Puisque finalement la thématique c'est ça, demain tous entrepreneurs. Qu'est-ce qui a fait défaut? Qu'est-ce qui vous a manqué à ce moment-là? Il m'a manqué plein de trucs parce que moi je suis autodidacte, donc en fait j'ai un parcours un peu compliqué, mais comme je l'ai dit ce matin, moi à mon époque dans ma cité on voulait tous devenir Bernard Tapie. C'était vraiment notre objectif. Moi j'avais acheté le livre Gagner de Bernard Tapie en format livre de poche chez un bouquiniste à Gibert à quelques euros. Et je me disais, c'est génial, en fait, ce mec qui arrive d'un quartier populaire, qui connaît personne, qui monte des entreprises, qui devient ministre, qui fait des choses et puis qui a envie d'aider les autres, etc. Alors, je sais que c'est aujourd'hui aussi un personnage controversé, il y a les affaires, etc. Mais en fait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui nous parlaient à nous dans notre cité et qui nous disaient, mais t'inquiète, c'est possible et t'es pas obligé de faire des grandes écoles ou d'avoir beaucoup de capital à mettre à la base. Donc moi, j'ai créé ma première entreprise de façon un peu inconsciente, mais est-ce qu'on n'est pas toujours un peu inconscient quand on crée? Parce que j'avais 24-25 ans, je venais d'avoir ma fille et j'ai quitté l'agence de com dans laquelle je travaillais parce que essentiellement, comme beaucoup de jeunes, je trouvais qu'on ne m'écoutait pas. J'avais dit à ma boss à l'époque, je pense qu'il faut s'engager sur Internet, c'est là qu'est l'avenir. Il faut faire des blogs pour porter des causes. Et moi, j'avais envie de créer ce blog Maman Travail. Et ma boss de l'époque m'avait dit, non, je ne crois pas trop à Internet, les blogs et tout, ça mènera nulle part. Un petit clin d'œil. Donc, je pense et c'est pour ça que d'ailleurs, dans mon cap, j'ai plein de gens hyper jeunes aussi. J'ai des gens de toutes les générations parce que je pense qu'il faut, pour connaître vraiment tout ce qui se passe, je pense qu'il faut avoir des équipes mixtes et diverses de toutes les générations, de toutes les origines, et c'est comme ça qu'on passe à côté de rien. Donc tout ça pour dire qu'il m'a manqué énormément de choses, parce que moi j'ai un peu bricolé. J'ai eu la chance de faire des belles rencontres qui m'ont permis vite d'avoir des clients. Moi à la base, je voulais juste travailler de chez moi en m'occupant de ma fille, je vous dis les choses sincèrement, mon objectif n'était pas faire le plus de chiffres, c'était surtout avoir une liberté d'organisation. J'ai monté une petite agence de production de contenu en ligne. Et puis en fait j'ai eu rapidement beaucoup de clients et donc ça a marché et c'est ce qui m'a permis de financer aussi les activités justement de non-profit et de l'association Maman Travail en étant assez libre et en ne demandant pas de subvention. Donc ça c'est la première fois que j'ai monté une entreprise et ensuite là, pendant les 2 mois et demi où j'ai modestement travaillé sur ce projet, j'ai vu quand même que tout n'était pas très simple et clair et que quand on veut créer quelque chose, c'est vrai que ne serait-ce que choisir le statut, se dire j'ai envie de créer quelque chose, mais est-ce que c'est une asso, est-ce que c'est une SARL, est-ce que je fais une SCOP parce qu'on est plein et qu'on va s'engager ensemble, qu'est-ce que je fais, quel est le statut, comment ces statuts différents sont formés. Moi j'avais la chance parce que j'étais ancienne ministre et que donc j'avais un carnet d'adresses et les gens me répondaient, me recevaient et j'étais beaucoup soutenue et aidée. Mais je me dis si pour moi les choses sont pas claires, comment c'est clair pour quelqu'un qui n'a pas la chance d'être reçu par le président de telle ou telle organisation ou d'avoir un carnet d'adresses qui lui permet d'être écouté. Donc ce sera vraiment une de mes priorités, la simplification,
pour les entrepreneurs du champ de l'ESS, mais aussi pour les associations, se dire que moins de paperasse, pouvoir passer plus de temps dans son cœur de métier, je pense que c'est hyper important parce que j'oublie jamais que quand on est entrepreneur, en fait, on a, je pense, un sens de la prise de risque. Bon, moi, je suis macroniste et donc je soutiens ça. Mais on a aussi un sens aigu de la responsabilité. C'est pas la même chose de devoir payer les factures en tant qu'entrepreneur, de se dire que si notre prospection n'est pas efficace, on n'est pas payé à la fin de ce trimestre, ni même peut-être à la fin de ce mois, que quand on recrute quelqu'un, en fait, c'est de l'argent qu'on prend sur son budget et qu'on va investir pour payer une personne, c'est un pari qu'on fait sur la personne, mais de se dire aussi qu'on n'est pas que Bill Gates, comme je disais tout à l'heure, on doit aussi changer le papier de la photocopieuse quand il y a un bourrage papier, parce que parfois on est une petite équipe et il faut être polyvalent. Et donc je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental qu'on doit transmettre, avec bien sûr cette notion de sens, et j'en finis par là. Je pense qu'aujourd'hui, on doit réussir à abattre un peu les silos ou les frontières qui peuvent exister justement entre profit et non-profit, pour reprendre ce qu'on me disait à New York. Et je pense qu'il y a à la fois des entreprises du champ de l'économie sociale et solidaire dites traditionnelles qui ont été des éclaireurs, qui se sont formidablement engagés. Et il y a aussi beaucoup d'entreprises dans le champ de l'économie qui soutiennent, qui font du mécénat, qui aident des associations qui sont ancrées dans leur territoire, qui vont chercher des jeunes dans les quartiers les plus difficiles. Et donc je pense que cette quête de sens, aujourd'hui, elle rassemble tout le monde. On parle beaucoup de cette grande démission. Moi, je crois que cette grande démission, c'est aussi une occasion de remettre sur la table les conditions en fait, dans lesquelles on a envie de s'engager et dans lesquelles on ne veut plus juste s'engager dans un travail pour avoir un salaire à la fin du mois. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a autant de jeunes qui veulent entreprendre. J'arrive de Marseille, et ce sera ma conclusion. J'arrive de Marseille et j'ai fait un point d'étape sur les carrefours de l'entrepreneuriat qui ont été lancés par le président de la République dans le cadre de Marseille en grand. Et je crois que les déterminés aussi sont partie prenante, parce que vous êtes partout en fait. Et c'était hyper intéressant pour moi de voir comment on fait pour aller chercher les jeunes qui veulent entreprendre. À Marseille, il y a 1 jeune sur 2 qui veut créer son entreprise. C'est plus que la moyenne nationale, mais vu le nombre d'entrepreneurs, je pense qu'ici, ça doit être à peu près équivalent aussi. La question pour nous, c'est comment on va chercher ce jeune qui a envie d'eux et comment on lui dit « Ok, on va t'accompagner, voilà comment on fait un business model, voilà comment on va chercher des investisseurs, voilà comment on dépose des statuts, voilà comment on trouve des locaux » et lui faire cet accompagnement jusqu'à ce qu'il puisse vraiment concrétiser cette création, y compris en ne forçant pas l'autre jeune sur 2 à créer, parce que je pense qu'être entrepreneur, c'est un truc qu'on a au fond des tripes ou pas, et quand les gens l'ont pas, il y a des gens qui ne sont pas faits pour entreprendre, et ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin d'autres choses parce qu'on a tous un mode de fonctionnement différent. Je pense qu'il ne faut pas non plus leur dire que c'est un modèle pour tout le monde. Je pense que c'est mentir et c'est créer de faux espoirs que de dire n'importe qui aujourd'hui peut avoir ce mindset d'entrepreneur et peut créer une entreprise. Donc respectons les différences de chacun, les différentes aspirations de chacun, les différents business models qui existent et surtout être au service de la simplification pour ceux qui veulent créer, que ce soit une association ou une entreprise. Voilà, ce sera parmi nos grandes priorités. J'espère que je n'ai pas raté mon train avec cette longue réponse. Non, en plus j'avais plein d'autres questions pour vous, mais je pense que je vais vous laisser partir quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors nous allons continuer avec Ophélie Labourie. Ophélie, vous êtes finalement la puissance invitante de cet événement avec le MEDEF. Donc je l'ai dit, vice-présidente du MEDEF, mais aussi CEO de Myriagon. Vous faites notamment, même pas que notamment, vous êtes carrément la stratégie de management et financement de l'innovation. Ça, c'est votre sujet. Alors, j'ai évoqué des chiffres, effectivement, sur le dynamisme de la création d'entreprise, sur l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit parallèle avec la région? Est-ce qu'on connaît le même dynamisme ici, dans notre territoire? Oui, sur Occitanie, il y a un fort dynamisme dans la création d'entreprises. Si ma mémoire est bonne, en 2020, BPI recensait à peu près 9000 créations d'entreprises sur Occitanie, ce qui est quand même assez énorme. Et je pense que 2020, on a vu cette année-là, donc depuis, ça ne fait qu'accroître. Mais effectivement, il faut après se poser la question, qu'est-ce que c'est être entrepreneur? Pourquoi on veut entreprendre? Et puis comment on devient entrepreneur? D'accord, très bien. Alors, je sais que vous vouliez faire, alors c'est dommage, elle est partie,
Mais il y avait quelques parallèles, puisque vous avez lu le livre de Marlène Schiappa, et finalement, et c'était ma question que je voulais lui poser quand elle est partie, le parallèle qu'il y a finalement entre le métier de ministre, ce qu'elle décrit dans son livre, et ce que vous vivez, ce que vit un chef d'entreprise. Ou même l'innovation. Parce que souvent, moi, mon thème, c'est l'innovation, et je dis que le verbe innover ne supporte pas l'impératif. On ne peut pas dire à quelqu'un « innove ». C'est comme aimer. On ne peut pas dire aime ou aime-moi, ça n'existe pas. Mais entreprendre, j'estime que c'est la même chose. On ne peut pas dire entreprends, ça ne peut pas. Par contre, je pense que ce qui est intéressant, c'est se dire est-ce que je suis engagé, est-ce que j'ai envie de m'engager. Donc c'était le premier mot, c'est l'engagement. Exactement, parce qu'en fait, quand on veut s'engager, on peut s'engager, et là, ça peut prendre sens du coup de s'engager au travers de la création d'une entreprise, parce qu'on va s'engager pour une équipe, pour un territoire, pour des clients, pour des salariés, et puis aussi pour peut-être changer quelque chose, pour, on le verra tout à l'heure avec Célia, pour changer justement des problématiques de santé. Donc ça, c'est l'engagement, je pense que c'est quelque chose d'assez important et qui doit être au cœur de la création de l'entreprise. Alors, je sais qu'il y avait d'autres choses, la responsabilité, oui, et puis et l'autonomie. Il y a beaucoup de choses, voilà, effectivement. Ouais. Donc du coup, oui, pour entreprendre, il faut être responsable. Je pense que c'est quelque chose d'assez important. Et puis après, au-delà de ça, c'est une posture. Et donc ça, au niveau du MEDEF, on s'engage. On a signé un partenariat avec Réseau Entreprendre. Moi, je fais partie aussi de Réseau Entreprendre. Je suis à l'association et je suis secrétaire de cette association-là. Et on accompagne des salariés à devenir des entrepreneurs. Et donc là, c'est des échanges entre pairs. Et donc, c'est différents entrepreneurs qui vont accompagner pendant 2 ans d'autres dirigeants d'entreprise à prendre cette posture-là, de passer de la posture du salarié au dirigeant, parce que c'est pas si simple que ça, en fait. Donc, c'est à la fois dans de la création ou de la reprise d'entreprise. Donc ça, c'est assez important. Alors, quand on est en entreprise, on joue aussi collectif. Oui. Voilà, donc il y a aussi la notion de cerveau collectif, et ça c'est quelque chose aussi qu'il faut réaliser. C'est vrai que quand on monte une entreprise, quand on est entrepreneur, peut-être que Moussa Camara nous en parlera, ou Célia, c'est vrai qu'il y a le collectif qui est super important, donc la réussite elle passe aussi par le collectif. Je pense que la co-construction est essentielle. Co-construire un projet, on ne part pas tout seul, on va partir avec une équipe, on va partir avec des clients, on va partir avec des fournisseurs. Donc la co-construction est nécessaire. Et effectivement, ça va permettre notamment aux salariés, puisqu'aujourd'hui on parlait beaucoup de la quête de sens au travail, c'est de s'approprier des valeurs et donc de les co-construire. Parce qu'en fait, si un dirigeant arrive avec ses valeurs et qu'il les impose, ce n'est pas forcément ça. Un dirigeant, on attend qu'il ait une vision. Il va partager sa vision, qui va donner une ambition, et donc une raison d'être à l'entreprise, et il va y avoir des valeurs, et pour moi, elles doivent être co-construites avec son équipe. Et là, à partir de ce moment-là, quand les valeurs vont être partagées, tout le monde va être aligné, et on va pouvoir vraiment co-construire tout un projet d'entreprise, et l'entreprise va pouvoir se développer. Alors là, nous sommes en train de définir un peu les qualités que doit avoir un bon manager, finalement, et par rapport à la thématique qui nous occupe aujourd'hui, demain avec cette question, demain tous entrepreneurs, comment ça résonne pour vous cette question? Est-ce qu'on peut penser que tout le monde peut certes entreprendre, mais de là à dire, parce que c'est dans la tendance actuelle de dire effectivement avec les nouveaux, je dirais, avec la souplesse, l'agilité que ça entraîne, avec tout le monde, avec ce qui s'est passé avec le Covid, c'est vrai qu'aujourd'hui on a de plus en plus tendance à vouloir accélérer ce mouvement. Est-ce que c'est utopiste? Alors, je suis assez d'accord avec Madame la Ministre sur le fait qu'on n'est pas tous faits pour être entrepreneurs. Je pense qu'il ne faut pas. Par contre, ce qui est important, c'est tous ceux qui ont envie d'être entrepreneurs, que tout soit facilité pour qu'ils le deviennent. Ça, je pense que c'est essentiel, c'est assez important. Et effectivement, il y a encore du chemin à faire là-dessus pour que ça soit assez facilité. On en parle aussi, les femmes chefs d'entreprise, c'est pas forcément évident sur différents points, de tout concilier, d'arriver à tout. Il n'y en a pas encore assez. Et donc, on voit qu'il y a aussi des fois peut-être des blocages aussi personnels, ce genre de choses, ou des démarches qui sont moins accessibles à certaines personnes. Bon, c'est tout ça qu'il faut essayer de changer, mais non, je ne pense pas qu'on soit tous faits pour être entrepreneurs. D'accord. Alors, merci Ophélie. Alors, il y a des cadres qui deviennent entrepreneurs, c'est le cas de Célia. Voilà. On fait fille-fille. Voilà. Alors, Célia, vous êtes entrepreneur, donc je le disais, avec Silcare qui a été créé en 2014, une société hyper spécialisée qui accompagne les industries pharmaceutiques, les biotech et les medtech pour trouver de nouvelles solutions pour aider les personnes atteintes de déficiences auditives. Oui.
J'ai pas- Nous, on est une société hyper spécialisée dans le domaine de l'oreille. Voilà, Donc, j'aurais dû faire ça en fait. C'était Voilà, plus simple je vais encore. faire plus Mais j'ai simple. voulu être bon. Alors, une société qui est en pleine croissance, aujourd'hui 25 salariés pour un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, avec une grosse phase d'accélération et puis un marché forcément mondial, puisque je crois que c'est quand Célia que, si ce n'est pas déjà le cas, il y a un individu sur deux qui a des problèmes d'audition, c'est ça aujourd'hui? Alors, si je veux détailler Force le cet trait, aspect-là, ouais. c'est une personne sur 3 à partir de 65 ans, une sur 4 à partir de Et 45 dans ans. les stats, si on se projette dans le futur, Une, ça va une sur s'accélérer. 10 pour tout le monde, Ouais, sur la c'est ça. population globale. Ouais. Donc on se retrouve sur une grosse prévalence de pathologies. Donc cette entreprise, je l'ai co-créée en 2014. En 2017, on a ouvert une joint venture, donc une alliance aux États-Unis. Donc on a des laboratoires également aux États-Unis. Et donc sur la question demain, tous entrepreneurs. Donc moi, je vous crois étiez pas. cadre chez Sanofi, en Oui, fait. donc je vais expliquer mon, Oui, voilà, mon parcours, mais bien qu'on comprenne comment vous êtes arrivé Oui. à cette évolution, à cette démarche de créer votre entreprise. Oui. Voilà. Donc sur cette question de demain tous entrepreneurs, pour moi c'est non. Oui. Et je vais expliquer, je suis un entrepreneur qui n'est pas entrepreneur dans l'âme. Donc là, le sujet pour moi a été, j'ai travaillé 15 ans chez Sanofi, très bon poste, je dirigeais un département d'une 50aine de personnes, donc voilà, 27 ans, donc une carrière intéressante. Et donc j'ai écouté pas mal de podcasts sur la question de demain tous entrepreneurs, et l'un d'entre eux sur France Culture détaillait le fait que finalement, tout ce que l'on décrit comme étant l'absence de liberté, donc cette recherche de liberté, de non-subordination, etc., qu'on retrouve dans le salariat. Moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Moi, ce que j'ai vécu, je pense, c'est l'invisibilité dans la grande entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a besoin de se sentir vivant, représenté, connecté. Il y a eu ce sujet de l'invisibilité dans l'entreprise, du non-achèvement des projets démarrés pour des raisons qui ne sont pas qui ne viennent pas de nous. Donc ce besoin en fait d'entreprendre, il est venu plutôt de besoin de rendre visible et d'aller plus vite sur les projets que je voulais mener. Voilà. Mais je n'ai pas l'âme de l'entrepreneur libre ou du multi-entrepreneur ou de l'autodidacte qui était présenté par exemple par Marlène Schiappa. Alors on est dans le principe finalement de l'essaimage. Est-ce que c'est ça ou pas? Non, on n'est pas dans le principe. Moi, j'ai démissionné. Alors, essaimer, oui, j'ai eu 5 000 € pour faire une étude de marché. Donc, si on peut, voilà. Bon, ouais. Après, pas de contraintes. Mais non, on n'est pas vraiment. On est vraiment dans une décision de rupture, pour pas être dans la frustration qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans les cadres des grandes entreprises. Et je pense que mon cas n'est pas isolé. Donc, ça remet en fait complètement en question la taille des entreprises. En fait, aujourd'hui, dans ce que je vois dans le recrutement dans mon entreprise, on a démarré à 3, plus un salarié 4, 5, 6, etc., etc. Et à chaque intégration d'un nouveau salarié, on est un peu comme sur des plaques mouvantes avec des personnes qui doivent se retrouver. Parce que celles qui vous retrouvent dans des petites sociétés, c'est généralement aussi ce besoin de visibilité, de se sentir utile dans le travail qui est effectué, l'engagement dans l'entreprise, et ça c'est vrai. Donc nous on le voit à cette échelle voilà, de 1 à 25, mais je pense qu'il y a une taille critique qui aujourd'hui ne peut plus être atteinte. Donc la demande qu'on a du gouvernement ou le lobbying qu'il y a pour créer des PME en ETI, des ETI en grands groupes, etc., je ne crois pas que ce soit ce qu'il faille faire aujourd'hui pour garder l'engagement des collaborateurs et leur mission et leur performance dans l'entreprise. Je pense qu'au contraire, on est tous en train de rechercher des plus petites structures, peut-être à 50 ou 100, enfin ce qu'on voit dans les livres qui nous expliquent qu'à partir de 150, on ne peut plus fonctionner en autonomie. Donc il y a des tailles critiques qu'on va retrouver sur certaines sociétés comme Gore-Tex, qui crée que des business units de 100 personnes qui sont du coup indépendantes et sur les budgets, sur les choix et sur les décisions. Et moi, j'aurais tendance à dire que c'est ce changement qu'il faudrait prendre. Et dans ce cas-là, demain tous entrepreneurs, en tout cas demain tous engagés, si on arrive à conserver des structures à échelle où chacun trouve une certaine visibilité dans l'entreprise. Alors j'avais prévu une petite capsule pour parler d'un sujet, puisque Ophélie et Célia, ça n'aura échappé à personne, sont des femmes, effectivement. Et donc, dans le côté, on est entrepreneureux au féminin, est-ce que vous pensez que, par rapport à la thématique toujours, est-ce que c'est plus difficile de s'engager, surtout quand on a une activité comme la vôtre, à l'international, qu'on est maman, etc. Je connais déjà votre réponse, mais ça serait bien qu'on l'entende.
La réponse, c'était j'ai horreur de m'exprimer sur ce sujet. Voilà. En fait. Donc, Voilà. Non, j'aime pas du tout parce que non, enfin, l'entrepreneuriat, c'est une prise de risque quand même. Donc, elle est valable pour l'homme comme pour la femme. L'organisation, c'est l'organisation. Okay. Voilà. Okay. Voilà. Est-ce qu'Ophélie veut répondre ou pas? C'est une question d'organisation. Voilà. Mais ça demande, enfin, je dirais, ça demande une organisation, ça c'est sûr. Ça demande une organisation. Ce qui est souvent surprenant, c'est que justement, on est cité en exemple beaucoup plus facilement. Donc vous vous demandez si est-ce que vraiment vous êtes bonne dans votre métier ou c'est parce que vous êtes celle qui a moins de 40 ans et qui a créé une entreprise. Et ça, à la fois, il faut l'utiliser parce que ça fait fonctionner l'entreprise. Ok. Bon, comme vous l'avez compris, encore une fois, ces questions elles étaient liées à la présence de Marlène Schiappa. On est bien d'accord. Hein, voilà. Donc, Moussa Camara, vous, alors on va parler un petit peu des déterminés. Et ce que vous faites, c'est vraiment génial. Donc, pour préciser un peu votre parcours, et donc vous êtes un entrepreneur en tant que tel. Hein. Vous êtes autodidacte. Vous avez mis fin à vos études en bac pro logistique en créant à 21 ans votre structure dans le secteur des télécoms. Vous étiez à Cergy. Puis vous avez évolué. Et puis en 2015, c'est la création de l'association Les Déterminés, donc qui promet, je pense que beaucoup connaissent cette association, mais voilà, c'est la promotion de la formation à l'entrepreneuriat dans les zones populaires. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui dans notre sujet, parce qu'effectivement, là, on sait que vous êtes allé chercher des profils d'entrepreneurs là où on ne les attendait pas forcément. L'objectif, donc, c'est de sortir ces jeunes issus des territoires isolés, donc de les accompagner. Hein, je sais qu'il y a aussi de la formation. Et force est de constater qu'aujourd'hui, vous êtes devenu vraiment un porte-parole de l'entrepreneuriat, reconnu par vos pairs. Vous avez même, je crois, une médaille, hein, c'est la médaille du mérite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je vais les donner quand même. 6000 personnes qui ont été sensibilisées à l'entrepreneuriat, 800 porteurs de projets, écoutez ça quand même, 450 entreprises qui ont été lancées, dont 80% ont passé le cap des 3 ans. Et vous êtes présent partout sur le territoire national. Chapeau, cher monsieur. Merci. Merci. Alors, la naissance des déterminés, d'où vient cette idée? Déjà, bonjour à tous. Moi, très heureux d'être là. Je salue les quelques entrepreneurs qui ont fait le programme des déterminés présents dans la salle cet après-midi avec nous. Et en fait, le constat, déjà, il y a plusieurs constats. C'est-à-dire, moi-même, j'ai été entrepreneur. Je n'ai pas eu forcément un parcours qui m'a ouvert les portes dès le départ. J'avais 1000 raisons de lâcher, d'abandonner, de laisser ma situation telle qu'elle. Mais l'entrepreneuriat m'a permis de mettre mon énergie, mon potentiel, mes compétences au service de la réussite de mon projet. Et ce que j'ai voulu faire avec les déterminés quelques années plus tard, c'est de remettre le développement économique au cœur des territoires éloignés. Et moi-même, je sais, parce que le fait d'avoir réussi ma première entreprise, même si je n'ai pas tout bien réussi, je n'étais pas forcément accompagné, je n'avais pas forcément de réseau, je n'avais pas forcément de moyens financiers, dans ma famille, il n'y avait pas de modèle d'entrepreneur, moi, ça m'a permis de voir les choses de manière différente, de regarder la société dans son ensemble, de sortir un peu de ma condition sociale et aussi de vouloir agir pour faire en sorte que certains puissent avoir les mêmes chances de réussite que les autres. Et en travaillant beaucoup, en permettant de développer l'entrepreneuriat et de faire la promotion de l'entrepreneuriat partout en France, ça révèle des potentiels, ça permet de changer des trajectoires et des destins, et surtout, c'est un sentiment de fierté, de sentiment accompli. Et nous, ce qu'on fait avec les déterminés, au-delà d'accompagner des entrepreneurs, on a lancé un mouvement, un état d'esprit, pour faire en sorte que partout, notamment dans nos quartiers, que les gens puissent se lever la tête et se dire finalement, moi, mon destin, je suis en capacité de le porter de moi-même. Et nous, au lieu de créer des modèles de réussite, on essaie de former des leaders, des gens qui vont avoir un impact sur notre société, qui vont être en capacité de créer des emplois, qui vont créer de la richesse et qui vont créer un cercle vertueux par l'économie. Moi, je suis profondément convaincu que grâce au développement économique de certains territoires, notamment dans les quartiers, qu'on va favoriser une réussite sociale. Quand les gens travaillent, quand les gens créent de l'emploi, créent une activité ou une activité, finalement, on constate que les choses vont mieux. Moi, je l'ai constaté, je suis né à Cergy,
J'ai grandi dans un quartier qui était compliqué, mais le travail a valorisé, a fait en sorte que les gens, finalement, ils sortent de leur précarité, ils sortent de leurs problématiques, et ça a permis de créer un climat social apaisant. Et ce qu'on fait avec les déterminés, c'est qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes, ils arrivent chez nous avec des projets structurants, une belle idée. Ce qui leur manque, c'est l'accompagnement, c'est le réseau, c'est de créer des opportunités. Et en quelques mois, déjà, on arrive à leur mettre la confiance en eux, c'est-à-dire, peu importe d'où tu viens, c'est pas grave, ça, on va pas en parler des heures. Ce qui est important, c'est où tu vas et comment et avec qui. Et quand on a réussi à régler et à résoudre ce problème-là, ça crée des success stories. Il y a des gens qui créent des entreprises, ils ont des centaines de salariés. Il y a des gens qui innovent dans des nouveaux projets, dans des projets même dans lesquels on ne les aurait pas attendus. Et ça, je trouve que c'est formidable et Alors, ça donne la chance. Justement, quel type de projet vous accompagnez? Aujourd'hui, on accompagne tout type de projet. Il n'y a pas un projet qui n'est pas représenté dans les déterminés. Ça part de l'agroalimentaire à la marque de vêtements, au projet dans la livraison du dernier kilomètre, des projets de mobilité douce, des projets dans l'alimentation, de tout type et de toute nature. Et c'est ça qui est intéressant, parce que quand on vient chez les déterminés, ce n'est pas le plus important, le projet. Le plus important, c'est la personne. C'est-à-dire, on ne va pas regarder les diplômes, on ne va pas regarder le parcours. Est-ce qu'il a eu un parcours professionnel ou pas? Nous, ce qu'on regarde, c'est la détermination, l'état d'esprit d'un entrepreneur. Et avec ça, on sait travailler. C'est-à-dire, avec ça, on sait transformer cette énergie, on sait transformer la personne. Et en quelques mois, croyez-moi qu'il passe de certains avec des doutes à chef d'entreprise et qui crée et qui porte un projet. Et ça, pour moi, c'est magnifique. J'ai jamais vu ça. Moi, si à l'école, on m'avait appris la manière d'exécuter une idée rapidement, j'aurais gagné énormément de temps. Et ce que nous, on a voulu faire, c'est créer un programme de qualité où on s'est donné des exigences. On a dû améliorer, tout n'a pas marché du premier coup, on a su s'entourer, de prendre aussi des gens avec une expérience, des cadres d'entreprise, des gens qui parfois ont échoué, qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, pour mettre la meilleure formation de qualité aux entrepreneurs. Parce qu'une fois qu'ils rentrent chez les déterminés, on ne va plus les regarder par rapport à ce qu'ils sont, mais on va les regarder comme des entrepreneurs avec qui ils seront en capacité de rentrer dans l'environnement économique. Et ce que nous, on a voulu faire, ce n'est pas de créer un écosystème d'entrepreneurs issus des quartiers ou issus des territoires. C'était de se dire qu'il y a un écosystème économique qui est présent, des grandes écoles, des grands réseaux comme le MEDEF et plein de choses. Et nous, on va essayer de créer la passerelle entre ce monde économique et ces entrepreneurs. Et ça a fait la différence, ça a fait le succès, parce que quand vous vous êtes confronté tout le temps à des gens qui sont dans cet environnement, ça pousse les ambitions, ça saute un peu quelques barrières et ça fait tomber des a priori. Et ça, c'est intéressant. Alors, on a parlé du succès des déterminés, donc ça demande des moyens, tout ça, ça demande des moyens humains, etc. Pour comprendre un peu comment vous avez imaginé votre modèle économique, comment vous trouvez, parce que combien de personnes travaillent aujourd'hui pour les déterminés? En fait, nous, quand moi j'ai lancé cette idée de ce projet, c'était dans un état d'esprit de, voilà, je suis en train de réussir à mon niveau, comment ma réussite, elle peut contribuer à celle des autres. Donc ça a été beaucoup une action qui a été déjà dans un premier temps une action militante. Moi, je voyais beaucoup de structures associatives autour de moi qui étaient dans le sport, qui étaient dans le créer du lien social, dans la citoyenneté, etc., mais très peu dans le développement économique. Et je me suis dit que là, il y avait un sujet à porter. Et du coup, quand on a porté ce projet, c'était vraiment moi, je ne pensais pas que ça allait durer ou ça allait avoir un tel succès. Je pensais que ça allait rester qu'en région parisienne et on allait s'arrêter là. Et finalement, ça a pris. Et à ce moment-là, on a commencé à avoir les premiers salariés, on a commencé à fonctionner comme une entreprise. Et moi, tout de suite, mon état d'esprit d'entrepreneur est arrivé. Et je me suis dit, bon, on a des partenaires privés, nos MEDEF, des entreprises privées qui soutiennent le projet. Mais derrière, on ne peut pas compter uniquement sur des subventions, des dons. Il fallait qu'on pense à un modèle économique. Et on a créé un peu un véhicule un peu hybride qui permet de générer et de faire une activité commerciale et de générer un peu de cash. Et avec ce cash-là, le reverser à la structure associative pour qu'on puisse continuer à grandir et développer. Aujourd'hui, on est une trentaine dans l'équipe. On est implanté dans 17 villes en France. Donc tout ça, ça commence à faire beaucoup.
Et c'est toute une logistique. Et aujourd'hui, le projet des Déterminés, c'est une entreprise sociale, on va dire, entre guillemets, qui apporte à des entrepreneurs toutes les réponses qui se posent quand on se lance. Et moi, je pense que peu importe qu'on soit dans un quartier, pas dans un quartier, quand on se lance, on est seul, on n'a pas de réseau, c'est toujours plus difficile de savoir où on va se projeter. Il y a des risques. Quand on entreprend, on prend des risques. On ne sait pas où on met par où on passe. Et c'est beaucoup de sacrifices parce que c'est du temps qu'on y passe pendant des heures et on n'est pas sûr de réussir. À la fin, ça peut être l'échec ou la réussite. C'est ça. Mais ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Et nous, aujourd'hui, voilà, c'est ça qu'on veut démontrer, c'est de se dire comment on arrive à mettre des gens qui se disent qu'ils n'ont peut-être pas les chances, que ça va peut-être pas bien dans leur vie, etc., mais à les amorcer dans un changement positif. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, en France, on a tous les ingrédients pour pouvoir faire en sorte que entreprendre, de toute façon, je l'ai toujours dit, entreprendre en France, il n'y a pas meilleur pays pour entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, quand on entreprend en France, on ne risque pas sa vie. C'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver à la porte. Il y a toujours un bouclier social qui est au moins ici, qui nous permet de prendre des risques. Donc les risques, même si on prend des risques, c'est toujours mesuré. On va sortir de notre confort. Mais quel confort? On n'est jamais vraiment dans un confort de vie. Mais derrière, c'est pour essayer d'aller beaucoup plus loin et d'améliorer notre condition de vie. Et après, ce qu'elle a dit la ministre, c'est très vrai. Il faut de la simplification partout. Le temps que les entrepreneurs passent et investissent comme argent sur les démarches administratives, quel statut choisir, il faut payer tel avocat, il faut payer tel juridique, il faut payer tel comptable. Et tout ça, c'est de la paperasse administrative qui deviennent une lourdeur administrative pour les entrepreneurs qui débutent. Et l'argent qu'ils investissent dans des frais d'avocat, dans des frais de comptable, dans des frais de tout ça, c'est important pour structurer sa boîte. Mais cet argent-là, ils auront pu l'investir dans la boîte pour pouvoir la développer encore plus vite. Et ça aussi, il y a un vrai sujet de simplification qui est important. Et je rejoins totalement Madame la ministre qui l'a évoqué tout à l'heure. D'accord, merci Moussa. Merci. Quand on parle d'entrepreneuriat, Raphaël Enthoven, il y a quand même peut-être un postulat de départ et j'aimerais vous entendre là-dessus, sur l'entrepreneuriat. Initialement, le salariat, c'était un peu offrir la sécurité contre la subordination. Et puis aujourd'hui, on constate parfois, souvent, dans les entreprises, que seul le lien de subordination reste. Est-ce que cette réflexion qu'on a aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que cette tendance, elle vient de quoi, selon vous? J'avais prévu de vous dire autre chose, mais je pars de votre question parce qu'elle est importante. Elle engage la question de la responsabilité. En fait, le sentiment général, c'est que les entreprises, ce qu'on appelle c'est le syndrome de l'albatros. C'est-à-dire les entreprises trop puissantes, trop grandes, trop lourdes, trop volumineuses, où le process de décision est trop vertical. Une décision décidée verticalement dans le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est décidé fatalement de travers, en fait. Et donc la tendance est à l'horizontalisation des process. Et ça, c'est très intéressant. Pour le dire simplement, c'est comme si on avait transformé un Antonov de l'aéroflotte en troupeau d'étourneaux. Et en fait, les étourneaux sont beaucoup plus puissants que l'Antonov. L'Antonov, une avarie et c'est terminé, il tombe. Les étourneaux, d'une certaine manière, sont invincibles parce que les étourneaux sont à l'image de salariés, c'est l'avenir du salariat peut-être, c'est-à-dire de salariés responsabilisés, de salariés dont les décisions sont à la fois solidaires d'un groupe, mais en même temps sont les leurs. Et ce qui change beaucoup de choses d'ailleurs en termes d'entretien de recrutement, de compétences requises. On ne demande plus à quelqu'un qu'on recrute de correspondre à la place qu'on attend pour lui ou à la place qu'on veut qu'il occupe, mais on s'intéresse davantage à ce qu'il porte en lui ou ce qu'il est susceptible d'apporter. Donc c'est une mutation du regard qui va avec une responsabilisation accrue des collaborateurs, ce qui me paraît un effet vertueux pour le coup de la mondialisation, mais ça c'est une autre histoire. 3 points, je vous écoute depuis tout à l'heure, c'est passionnant. En fait, il y a 3 mots qui me retiennent mon attention, qui c'est l'engagement, les valeurs et la détermination. Et je veux juste dire quelques mots là-dessus très rapidement. D'abord, parce que chaque mot porte un paradoxe en lui et je crois qu'il est fécond. La notion d'engagement, c'est une évidence. S'engager, c'est à la fois un choix, c'est une décision, mais d'une certaine manière, on n'a pas le choix. Ne pas s'engager, c'est déjà s'engager. Celui qui s'abstient, il vote pour le pire.
Celui qui sort du jeu, celui qui vit dans sa tour d'ivoire, il contribue à sa manière à l'économie qu'il conchit. Celui qui considère qu'il n'est pas tributaire de la loi du marché ou qu'il la déteste, continue d'acheter des choses, continue de vivre dans un système, ou alors lui-même promeut le système des antisystèmes. Ne pas s'engager, c'est déjà s'engager. Ne pas voter, c'est déjà voter. Ne pas s'investir, c'est déjà s'investir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'engagement est un choix et qu'en même temps, on n'a pas le choix. Et en cela, il y a quelque chose de tout à fait paradoxal et je crois intéressant et qu'il faut creuser. C'est-à-dire qu'en fait, l'engagement n'est pas simplement la décision qu'on prend de dire bah, cette fois-ci je vais m'engager. Non, c'est plutôt je vais assumer ma condition qui de toute façon m'impose de m'engager. Et la question des valeurs est intéressante. Elle est difficile, la question des valeurs, parce que toute entreprise se donne des valeurs, mais les valeurs que se donne toute entreprise ressemblent aux valeurs de l'entreprise d'à côté, hein, franchement. Si vous vous donnez l'antiracisme, la générosité, le courage ou je ne sais pas quoi comme valeur, bah, ce seront celles du Brive olympique. Ce que je veux dire, c'est que bien souvent, les valeurs qu'on se donne sont des valeurs dont on fait, comment dire, on est jaloux de ces valeurs, on chérit ces valeurs comme si c'était notre porte-monnaie ou une photo de notre enfance. Alors qu'il n'y a rien de plus banal que les valeurs qu'on se donne. Ce que je veux dire, c'est qu'en entreprise, souvent la question qu'on oublie de se poser, c'est quelle est la valeur des valeurs ? Que valent les valeurs que je me donne ? En somme, par exemple, que vaut l'obstination ? Que vaut le courage, c'est-à-dire les valeurs sont brandies comme des absolus qu'on oublie de questionner. Or, il y a un contraire à l'idée même de valeur. Et pourtant, dans une entreprise, on le croise tout le temps, c'est l'idée de prix. Comment définir la valeur ? S'il fallait définir la valeur en une seule phrase, c'est assez simple. La valeur, c'est ce qui n'a pas de prix. Et pourtant, c'est ce que les entreprises se donnent. L'entreprise fixe des prix. Et au principe même de la démarche, il y a l'idée de se donner ce qui n'a pas de prix, ce qui n'est pas discutable. Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut creuser précisément les valeurs, les interroger, les questionner, plutôt que d'en faire une sorte de credo qui serait immuable. Et la troisième remarque, ah oui, le mot de détermination, c'est extraordinaire parce que quand on est déterminé, on l'est au sens que vous donnez, c'est-à-dire que voilà, comment dire, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de ce qu'on en fait, quoi. Donc, quelle que soit la situation, il nous appartient, il appartient à chacun, vous, moi, etc., d'être déterminé, c'est-à-dire d'être combattant, conquérant, de se battre pour soi, pour les autres, d'être déterminé. Mais le mot déterminé est quand même incroyable parce que déterminé, c'est la détermination. C'est le contraire de la liberté. C'est ça qui est fou. Si vous êtes déterminé à agir, vous êtes déterminé à penser, vous êtes déterminé. C'est l'ennemi, la détermination. Pendant longtemps, on a cru qu'on était déterminé quand on était femme. Vous êtes déterminé par votre origine sociale, par votre couleur, par votre sexe, par votre ci, par votre ça. On a, et on a bien raison de le penser, une définition de la liberté qui consiste à transcender les déterminations. Quelles que soient les déterminations qui sont les miennes, je veux m'en affranchir, je veux m'en sortir. Et c'est ça qui est... En fait, c'est le projet de la Révolution. La Révolution française est née de l'idée que nous étions des sujets avant d'être des individus particuliers. Et donc la première leçon d'arrachement aux déterminations, elle nous est fournie au XVIIIe siècle. Mais ce qui est beau dans la démarche, c'est que ce mot est au centre. Et donc il s'adresse à la fois à ceux qui se sentent déterminés un maximum, ceux qui n'ont pas eu de chance, qu'on n'a pas motivé, qui n'ont pas été aux bons endroits, etc. Donc détermination négative maximale. Et il y a une contre-détermination, celle de l'entrepreneur, celle de l'énergie qu'on y met, etc. Et je trouve très beau l'idée que ce soit la détermination qui nous sort des déterminations, en fait. C'est ça que j'aime bien dans l'histoire. Je trouve ça super. Voilà. Alors, par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est vrai qu'on a parlé d'entrepreneuriat, on parle aussi de cette société où tout pousse à vouloir à ce que les individus finalement deviennent des auto-entrepreneurs parce que ça arrange aussi les entreprises qui y trouvent de la souplesse. D'un côté, les salariés peuvent trouver de l'autonomie qu'ils n'ont pas dans leur boulot en devenant entrepreneurs. Est-ce que ça veut dire que ça questionne aussi finalement sur le modèle tel qu'on le conçoit du salariat? Est-ce qu'à terme, ce modèle peut-il vaciller en fait? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. En revanche, c'est très frappant de voir à quel point l'époque vous porte à devenir les hommes orchestres de votre vie.
on peut tout ubériser maintenant, hein, on peut tout enjamber, on a soi-même les ressources, les applis qui nous permettent de le faire, et donc tout nous porte à devenir les hommes orchestres de notre vie, et en même temps tout ce qui se passe, je pense à la pandémie par exemple, témoigne du fait que, qu'on le veuille ou non, c'est comme l'engagement, qu'on le veuille ou non, on est solidaire. Comme l'engagement, c'est exactement la même problématique, c'est-à-dire que vous le vouliez ou pas, vous êtes solidaire. Mais vous pouvez choisir la solidarité ensuite, comme vous pouvez choisir l'égoïsme. Mais que vous le vouliez ou non, vous êtes solidaire. Pendant la pandémie, pour protéger l'autre, il fallait rester chez soi. C'est quand même incroyable ce truc-là, c'est-à-dire qu'il fallait être égoïste pour être généreux. C'est quand même un truc fou. Et l'époque fournit autant d'incitations, d'invitations à se saisir, à s'emparer de son existence, à être le maître d'œuvre de sa vie, à être en indépendant, à éprouver cette difficile liberté, parce que c'est une liberté qui est pleine de responsabilités. Si on se plante, on est seul responsable à bord, etc. Donc tout nous porte à le faire. J'étais très frappé que Frédéric Dabi insiste sur le fait, je me souviens du sondage où les jeunes voulaient majoritairement devenir fonctionnaires il y a plus de 20 ans. Je m'en souviens. Et j'étais très frappé de voir que ce sondage est caduc aujourd'hui, donc pourquoi pas. Tout nous porte à ça. Et dans le même temps, tout ce qui se passe témoigne du fait qu'il est impossible de vivre seul. Il est impossible de vivre séparément. L'apprentissage, nous sommes incités à l'autonomie, et dans le même temps, on ne cesse de nous montrer que la solitude est un danger considérable. Et c'est à distinguer l'autonomie de la solitude que l'époque nous expose. C'est à cette tâche-là qui est difficile. C'est-à-dire, bon, c'est assez simple à comprendre en même temps, hein. Être autonome, on sait ce que ça veut dire. Être seul, on sait aussi ce que ça veut dire. L'autonomie, littéralement, c'est le fait de se donner à soi-même sa propre loi. Ça engage d'autres individus que soi. Notre autonomie engage d'autres individus. Notre solitude les exclut. Et donc, c'est à faire cette différence, en fait, entre l'autonomie et la solitude qu'à mon avis, nous devons travailler. Alors, c'était pas prévu, mais si vous avez envie de réagir à ce que vient de dire Raphaël, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous bloque? Est-ce que je passe à autre chose? Non, je sais. J'aime bien surprendre. Célia? Je vais me lancer dans un exercice. Non, mais ou même par rapport à la problématique. Non, je voulais, oui, en fait, je voulais faire un parallèle avec ce qu'a dit Raphaël, mais tout à l'heure, en fait. Vous avez traité l'athée et le croyant. Et je pense que c'est un parallèle qui est extrêmement intéressant à faire dans le cadre de l'entrepreneur et la grande entreprise. C'est-à-dire qu'on va souvent, on pourrait comparer les croyants à ceux qui ont besoin d'un Dieu qui est l'entreprise structurée, voilà. Et on compare l'athée à celui qui va en fait se lancer dans lui-même, d'écrire ses lois, ses droits, etc. Donc je vais vous laisser continuer. Non, mais c'est sympa parce que, en fait, et c'est une distinction qui est très importante parce qu'on connaît tous le mot de autonomie, qui littéralement signifie nomos en grec, c'est la loi, se donner à soi-même sa propre loi. Automobile, c'est bouger tout seul. Se donner à soi-même sa propre mobilité. Se donner à soi... Et le contraire d'autonomie, c'est, on l'oublie, mais il existe, c'est l'hétéronomie. C'est le fait de recevoir sa loi d'un autre. Et c'est vrai que dans un parcours humain, c'est toujours libératoire quand on sort du moment où on vous dit « c'est comme ça et c'est pas autrement ». Pourquoi ? Parce que je te le dis. L'autonomie, c'est le moment où on dit « ouais, ok, tu me le dis, je veux bien que tu penses que tu as raison, mais enfin moi, je vais quand même vérifier, quoi ». C'est là qu'on devient autonome, précisément. C'est par, on diminue la dose d'hétéronomie. Mais en fait, je voudrais juste éviter un malentendu parce que je m'en voudrais de donner le sentiment que je m'en prenais à la croyance. En fait, il me semble que pour vivre dans le monde où nous nous trouvons, être confronté à son absence de sens aussi, être confronté à la difficulté de vivre, à la nécessité d'aider les autres, etc., etc., j'ai tendance à penser que la foi est essentielle. La foi au sens, non pas au sens où vous croyez en quelqu'un ou en quelque chose, mais au sens où, d'une certaine manière, rien ne vous décourage. Rien n'est de nature à vous décourager. La foi au sens où l'échec n'est jamais une défaite. Je trouve que c'est la vertu cardinale de ce monde complexe. Alors je demande à Célia, mais si Ophélie, Moussa, vous souhaitez conclure avec
avec une idée ou une question? Sur l'échec, c'est juste le parcours de l'entrepreneur. Donc ça fait énormément résonance parce que c'est tout un parcours, c'est tout un chemin avec énormément d'échecs. Et justement, il faut savoir échouer pour réussir. Donc ça, c'est une notion très importante. Dans un pays snob comme le nôtre, où on prend l'échec pour une défaite, c'est-à-dire où on fige les choses, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pense. C'est pas juste un lieu commun, je pense que... Normalement. Je me suis trompé de micro. Voilà, il y a des micros qui sortent de partout. C'est exact parce que aujourd'hui, l'échec, c'est devenu quelque chose de très... Dans notre société, c'est quelque chose qui est très mal vu. Pas dans toutes les sociétés, Moussa. Hein. Il y a, par exemple... Pas dans toutes les sociétés, mais dès l'école, on nous apprend qu'échouer, redoubler, c'est un échec. Bien sûr. C'est un vrai sujet. Ce sera peut-être une des thématiques à retenir pour la prochaine REF. Démocratiser tout ça, c'est pas aussi simple qu'on le dit. Et c'est vrai que la vie, de toute façon, des gens qui ont réussi, elle est passée par plusieurs échecs. Échecs de la vie, échecs professionnels, etc. Quoi qu'il arrive, nous, ce qu'on enseigne chez nous, c'est quoi qu'il arrive, il faut y aller. Au bout, il y a la réussite ou il y a l'échec, mais ça fera partie d'une réponse de ne pas lâcher, d'aller au bout, d'être déterminé, de croire en soi ou pas. Mais quoi qu'il arrive, voilà, battez-vous, lâchez pas. Et finalement, soit l'échec, soit la réussite, mais quoi qu'il arrive, on sera... D'accord, Moussa, merci. Fixé. Le mot de la fin pour Raphaël Enthoven. C'est assez simple. Hein. La seule défaite, la défaite dans la vie, c'est pas d'être vaincu. Ça peut arriver. La défaite, c'est de baisser les bras. Donc en fait, il ne tient qu'à nous d'être défait ou non. Voilà, parce qu'on peut toujours ne pas baisser les bras, même en cas de défaite. Voilà. Super. C'est un bon mot de fin. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous invite à aller vous asseoir. Alors, je vais appeler maintenant le président Jean-Marc avec nous. Comment veux-tu qu'on procède, puisque je sais qu'il y a des gens qui sont là-bas. Est-ce que tu fais 2 au revoir ici là-bas? Non, mais juste 2 mots, pas de conclusion, parce qu'on n'a pas encore tout à fait fini, mais moi j'avais, quand on a essayé de lancer cette opération avec mes camarades et avec le groupe, on s'est fixé un objectif. Alors quel objectif? Moi, ça fait une quinzaine d'années que je vais à la REF Paris. J'ai eu le plaisir de vous écouter, Raphaël Enthoven, déjà à la REF à Paris. Et je dis à mes camarades, quand je vais à cette REF et que j'écoute les philosophes, les sociologues, l'intérêt, c'est que j'ai l'impression que quand je repars, je suis un peu plus intelligent. Et je leur dis, mais faites attention, ça ne dure pas, parce que presque à l'aéroport ou rentrer chez moi le lendemain matin, ça a un peu disparu. Alors, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement ce soit ça, qu'on ait tous un peu réfléchi, qu'on soit tous un peu plus intelligents, mais en arrivant ce soir à Bayargues, à Vendargues ou à Saint-Jean-de-Védas, peut-être vous verrez que ça peut s'estomper le lendemain. Ce que je voudrais aussi rajouter, c'est qu'on m'a posé la question, et c'est vrai que devant l'affluence, le succès et les débats, la richesse des débats que l'on a eu aujourd'hui, je pense qu'on va être déterminé, Moussa, il est où? On va être déterminé, Moussa, de refaire une REF l'année prochaine, et on va essayer d'ancrer cette REF dans le paysage de la rentrée économique. Comme on le fait à Paris, on va le décaler. Donc la REF 2023, c'est Thierry qui est content parce qu'il sait qu'il va devoir travailler. C'est la REF 2023, ça va exister. Alors écoute, il y a déjà des thèmes qui peuvent s'imposer. On n'a pas encore tout à fait réfléchi, mais j'ai été très attentif à votre discours et je me disais que peut-être l'an prochain, on pourrait faire la quête du non-sens. Et là, je crois qu'on aurait vraiment un débat assez riche et assez intéressant. Voilà, je vous remercie de votre présence encore. Jean-Marc, juste avant que tu conclues, moi, ce que je voudrais quand même ne pas te faire oublier, c'est qu'il y a eu des équipes formidables. Oui, bien sûr. Voilà. Et il faudrait remercier. Il y a l'amour et l'épreuve d'amour. Il y a l'amour et l'épreuve d'amour. Ils le savent, mais effectivement, Marie Francalassi, je l'avais dit hier, je l'ai dit en préambule, qui a été à l'opérationnel. Thierry et ses équipes qui sont aussi vraiment ravis que ça se termine parce que ça fait. Alors, juste, oui, j'ai eu une question qui a été récurrente aussi et que certains m'ont posée.
est-ce que c'est le national? Beaucoup de gens m'ont dit ça, j'étais un peu peiné, mais est-ce que c'est le national qui a organisé? Pas du tout, pas du tout. Un petit peu, voilà, on a eu quelques éléments, ils nous ont encouragés, soutenus, ils nous ont dit que c'était bien, mais c'est réellement une production du MEDEF Montpellier-Hérault et de ses équipes qui a été à la manœuvre, avec effectivement, et on le remercie aussi, l'aide précieuse de Jean-Claude Gallo et de sa compagnie, de sa structure, mais effectivement, c'est une propre production. Donc voilà pour le truc. Donc encore merci et à l'année prochaine.